Et bien dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut gérer ses locataires en France tout en habitant à l'étranger et quelle est finalement la méthode ou les différentes méthodes à employer. Avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne, ça fait toujours plaisir et en plus comme ça vous serez au courant des nouvelles vidéos. Alors un sujet qui est quand même important de traiter avant de la gestion des locataires, c'est est-ce qu'il y a des impayés en France? Est-ce qu'il y en a tant que ça? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de squats? Tout ça, c'est des informations qu'on a en permanence. Si on va un peu sur internet, si on lit un peu les journaux, eh bien il y aura tout le temps des titres sensationnels. Sauf que la sensation, parfois, c'est loin de la réalité et c'est un petit peu ce qui se passe en France. C'est-à-dire que les impayés en France représentent moins de 3% des locataires et ce chiffre, il est légèrement gonflé. En réalité, on est plus proche des 1,5%, mais il y a en effet une part de locataires donc, qui n'aboutissent pas forcément devant les tribunaux et donc on doit prendre une certaine marge de manœuvre de potentielles erreurs. Et donc, disons qu'il y a 3% de locataires ou 3% d'impayés. Bon, c'est assez faible. Ça veut dire que sur 1000 personnes, il y aurait seulement 30 impayés. Sur 100 personnes, il y en aurait seulement 3. Et puis, vous savez, ces gens-là, c'est rarement des gens qui avaient des bons dossiers. Et donc, en réalité, c'est de la faute aussi des propriétaires et pas que de la faute des mauvais payeurs. Et c'est ce qu'il faut se dire pour pouvoir progresser, pour éviter ce genre d'erreur. Même chose, croire que c'est très difficile de louer un appartement, c'est faux. Si votre appartement il est dans un très bon état, si vous êtes situé dans une zone attractive avec des centres d'intérêt, ça sera très simple de louer votre appartement. Pour les squats, c'est la même chose, c'est un chiffre extrêmement mineur de 0,001% des locataires ou quelque chose comme ça, je l'ai oublié. Bon, en tout cas, ça arrive que très rarement. Et donc, la réalité, c'est que quand on regarde les chiffres, il n'y a pas tant d'inquiétude que cela à avoir, à condition de faire les choses correctement. Alors ça ne veut pas dire que sur les plus de 170 locataires que j'ai eu, j'ai jamais eu de problème. D'accord? C'est important de le comprendre. J'ai eu de temps en temps des petites bricoles, mais rien d'inaccessible, rien qui m'a empêché de percevoir mes loyers, qui m'a désintéressé totalement de l'immobilier. Parce que j'ai fait les choses correctement. Or, pour faire les choses correctement, eh bien l'étape numéro 1, c'est faire un persona du locataire qu'on vise. Quel est finalement le locataire que vous ciblez? Quel est le bien qui correspond au locataire que vous ciblez? Ou quel est tout simplement le locataire qui correspond au bien que vous ciblez? Vice versa. Puisqu'en effet, si vous avez un appartement de 120 mètres carrés, ça n'intéressera pas les étudiants. Si vous avez un appartement de 20 mètres carrés, ça n'intéressera pas les familles. Si vous avez un appartement de, je ne sais pas, situé dans un petit village de 500 personnes et vous possédez un studio de 15 mètres carrés, ça n'intéressera pas non plus grand monde en principe. Et donc, il est important, avant de commencer par la gestion de ces locataires, de bien viser le type de locataire que vous recherchez. Concrètement, ça se détermine de 3 manières. D'une part, adapter la stratégie d'exploitation en fonction du besoin qu'il y a dans la ville d'investissement, dans votre ville d'investissement. Deuxième chose, fixer un bon loyer, ça veut dire un loyer qui est pas trop bas, mais un loyer également qui correspond à la réalité du marché et qui correspond également au bien que vous allez mettre en location. Troisième chose, mettre en location un appartement en bon état, avec un bon aménagement, avec une bonne décoration. Ne pas faire les choses n'importe comment. Parce que si vous faites les choses n'importe comment, vous serez en effet confronté à des mauvais locataires. Si vous remplissez ces 3 critères-là, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas trouver des bons locataires. Il n'y a pas raison non plus que vous évitiez les impayés. Alors maintenant, pour la gestion des locataires. En réalité, il y a 3 solutions. Quand on habite à l'étranger, on pense surtout à la solution numéro 1, c'est-à-dire déléguer la gestion de ses biens immobiliers à une agence immobilière. Ça peut être une solution. C'est une solution qui peut être pratique, qui peut être efficace dans certains cas. Si vous optez pour cette solution-là, attention, je vous déconseille de viser des très grosses agences immobilières parce que dans ce cas-là, les agences immobilières ne connaîtront pas vraiment vos biens immobiliers parce que dit grosse structure, dit gros turnover d'employés, dit que souvent les agents immobiliers vont être remplacés, dit que les agents immobiliers ne vont pas vraiment connaître vos biens immobiliers, vont confondre avec d'autres biens immobiliers. Et donc, cela risque d'être à chaque fois une cascade de questions ou une cascade de petites bricoles. J'ai eu le cas notamment avec un membre Immo4Expat qui, avant de nous rejoindre, avait donné en location ses biens immobiliers à la plus grande agence de sa ville et puis cette agence avait même oublié de bien compter les loyers et un locataire n'avait pas payé pendant 1 mois. Donc faire très attention à ça. Pour ce qui est du coût de la gestion locative, généralement, on va être entre 6 et 10% du prix du loyer. Donc ça peut vite monter, ça peut aussi un peu impacter la rentabilité du bien immobilier. C'est pas négligeable en effet. Néanmoins, c'est vrai qu'étant loin, ça peut être une solution de facilité. Mais prudence, comme je l'ai dit, vis-à-vis des grosses agences et prudence vis-à-vis des interlocuteurs en qui
directement le feeling n'est pas bon parce qu'ils manqueront de rigueur. S'ils manquent de rigueur directement dans vos échanges, dans les échanges avec vous, ça sera fortement le cas également avec les locataires. Deuxième solution, c'est vous. Vous pouvez très bien les gérer depuis l'étranger. Alors vous allez me dire, mais non, je suis loin, c'est pas possible. Si, c'est possible avec un système optimal et adapté à votre situation. C'est typiquement ce que j'ai fait pendant les 5-6 premières années de ma carrière d'investisseur. Je gérais moi-même les biens immobiliers depuis l'étranger. Alors comment j'ai fait? C'est en plusieurs étapes. Dès le début, quand vous avez terminé de rénover un bien immobilier, quand il est prêt, il faut faire des très belles photos et une très belle vidéo. Parce que cette vidéo-là et ces photos-là vont être très utiles pour la mise en location et pour sélectionner le locataire. Plutôt que de faire visiter le bien immobilier, j'envoyais à chaque fois la vidéo du bien et les prétendants locataires pouvaient visiter le bien à travers la vidéo. Pas de déplacement physique, c'était clair. Et puis s'ils n'étaient pas satisfaits de cela, à ce moment-là, il y avait d'autres biens immobiliers, c'était tant mieux pour eux et tant pis pour moi. Mais généralement, ça a bien marché pour moi. Ça m'évitait de payer une agence immobilière parce qu'au tout début, je voulais quand même faire très attention aux coûts pour croître davantage en termes de patrimoine immobilier parce que 10% des loyers annuels, ce n'est pas négligeable. Si on accumule 10% fois 5 ans, ça correspond quand même à une sacrée somme sur ces loyers annuels. Et j'avais fait le calcul, pendant les 5 premières années, j'ai environ économisé 60 000 € en lien avec mon patrimoine et mes loyers. Ces 60 000 €, je les ai eus plutôt dans ma poche plutôt que dans celle d'une agence immobilière. Et de facto, ça m'a permis d'avoir 60 000 € d'apport en plus pour d'autres projets immobiliers. Donc des très belles photos, des très belles vidéos, ça va vous être très utile. Pour la sélection du locataire, c'est la même chose. Pas besoin non plus de faire un entretien avec lui. Il vous envoie les pièces du dossier. Vous analysez les pièces du dossier. Par rapport à ça, faites attention aux mauvaises pièces du dossier et notamment aux pièces frauduleuses. Il y a de temps en temps des personnes qui ont tendance à tricher sur leurs documents et donc là aussi c'est primordial de bien vérifier si les documents sont corrects. Et par exemple pour la déclaration d'impôt, ce qu'il faut regarder c'est le revenu. Le revenu, est-ce qu'il est cohérent, est-ce qu'il est assez important, est-ce qu'il est cohérent notamment par rapport aux fiches, les 3 dernières fiches de salaire qu'il faudra absolument obtenir. Et si vous faites ça, vous pourrez en effet vérifier en ligne sur le site de l'État. Il suffit de cliquer sur Google déclaration impôt vérification gouvernement français. Il y a un site, vous rentrez le numéro fiscal et vous pourrez vérifier si la déclaration d'impôt est véritable et si en effet elle est véridique, vous pourrez faire un croisement et vérifier si les informations sont correctes. Et ça, c'est essentiel. Une fois que vous avez sélectionné le locataire, et bien en effet, la mise en location commence. Alors pour la remise des clés, il y a des petites astuces pour éviter de se déplacer, pour éviter même de faire un état des lieux, j'en parlerai un petit peu après. Si vous investissez avec un immeuble, eh bien vous pouvez tout simplement mettre des boîtes à clés dans votre immeuble. Les boîtes à clés sont là, à chaque fois qu'un nouveau locataire arrive, vous lui donnez le code, il peut rentrer en logement et c'est terminé. Si ce n'est pas un immeuble, eh bien en effet, vous pouvez remettre votre clé, la clé du logement, au syndic. Et à ce moment-là, le locataire devra aller chercher la clé, puis il pourra rentrer. Et lorsqu'il partira, eh bien on le verra après, ça sera un peu différent. Et donc, à ce moment-là, pas besoin non plus d'intervenant ou d'intermédiaire pour l'état des lieux d'entrée. Évidemment que c'est important, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en tant que propriétaire, il y a une présomption qui nous est favorable. Comme quoi, parfois, dans l'immobilier en France, ce n'est pas que trop protecteur de locataires. C'est-à-dire qu'en effet, si nous ne faisons pas d'état des lieux d'entrée parce que le locataire n'en a pas demandé et vous non plus, eh bien, la loi dispose que le bien immobilier qui sera réceptionné par le locataire sera en bon état. À ce moment-là, cela signifie que le locataire rentre dans un bien en bon état et donc c'est à votre faveur. Et en plus de ça, ce que je n'ai pas mentionné précédemment, lors du contrat du bien immobilier, ce que vous allez faire et ce qui est très important, vous mettrez les photos du bien immobilier en pièce jointe. Vous mettrez également une clause indiquant que le bien est en bon état puisqu'en effet il vient d'être rénové, donc il n'y a aucune raison qu'il soit en mauvais état. Vous pourrez même mettre le lien éventuellement de la vidéo, un lien Drive, dans le contrat directement et donc tout ça justifie que le bien soit en bon état. À partir de là, pas de problème lors de l'état des lieux de sortie, étant donné qu'il n'y a pas eu d'état des lieux d'entrée certes, mais il a été réceptionné en bon état. De par la loi, c'est la loi qui le dit, en plus vous avez les photos qui l'attestent lors du contrat de bail. L'état des lieux de sortie, maintenant ça c'est l'autre petite problématique. En effet, à ce moment-là c'est primordial de vérifier l'état du bien dans lequel tout simplement le locataire va laisser le bien immobilier. Alors pour ce faire, l'Incor, si vous voulez éviter de vous déplacer, et c'est ce que je vous conseille fortement, ou si vous voulez éviter de faire appel à votre famille ou à un ami ou à un référent, eh bien vous pouvez tout simplement demander au nouveau locataire de voir avec le précédent locataire l'état du bien et bien lui dire qu'il réceptionnera le bien en bon état puisqu'il avait été précédemment mis en bon état et qu'il ne pourra pas se plaindre d'éventuels
défaillance. Deuxième mesure à prendre, je vous conseille fortement de faire une visio avec le locataire en place pour vérifier si tout est nickel le jour de son départ. Vous avez donc ces deux étapes à respecter et normalement ça doit bien fonctionner. Alors, vous allez me dire oui, mais le locataire actuel ne souhaite pas faire les visites du immobilier. C'est une éventualité. Moi, ce que je disais à chaque fois, c'est que c'était dans son intérêt de le faire et c'est la vérité. Parce que si je fais appel à un intermédiaire, dans tous les cas, le locataire devra être là parce qu'il le voudra dans la plupart des cas et donc il devra quand même ouvrir la porte et donc autant qu'il soit là plutôt qu'une personne se déplace, le dérange à un horaire qui ne va pas forcément lui correspondre. La troisième solution, et c'est une solution qui est vraiment très bien également, c'est faire appel à un indépendant. Alors cet indépendant, ça va prendre un peu de temps pour le trouver parce qu'il faudra plus qu'un bien immobilier. Mais moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. C'est un indépendant, c'est une personne qui gère mes biens immobiliers. C'est une personne donc qui connaît parfaitement mes biens immobiliers, qui ne change jamais. Ça a l'avantage que c'est moins coûteux qu'une agence immobilière. Il connaît parfaitement les locataires et vous pouvez également lui imposer certaines normes qu'il doit respecter en sachant que cette personne-là ne va pas faire n'importe quoi. Alors pour trouver cette personne-là, il y a plusieurs solutions. Mettre une annonce sur le bon coin, intégrer une communauté d'investisseurs, par exemple Immo pour Expat, et là vous aurez en effet des personnes qui pourront vous aider en tant qu'indépendant, en tant que gestionnaire. Bref, il y a plein de solutions, mais cette solution-là vous fera gagner du temps, de l'énergie et sera moins coûteuse qu'une agence immobilière. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, avec mon indépendant, je le paye environ 3% du loyer annuel. En réalité, c'est pas un pourcentage, mais c'est un forfait fixe chaque mois et ça correspond plus ou moins à 3% du loyer annuel. Donc, je fais beaucoup d'économies par rapport à une agence immobilière et en plus, le travail est mieux fait. Comme quoi, quand on habite à l'étranger, et quand on investit en France, il n'y a pas à s'inquiéter des mauvais locataires parce que quand on fait les choses bien, on y arrive et il n'y a pas de mauvais locataires. Il n'y a pas à s'inquiéter non plus de la gestion à distance parce que comme je l'ai vu, il y a trois solutions qui peuvent être optimales. On pourrait aller plus en détail, mais ça serait quand même un peu plus long. Ça demanderait plus de temps. Mais vous voyez que les choses sont possibles. Moi, je l'ai fait. J'ai eu plus de 170 locataires. Pour les premiers 100, 120 locataires, j'ai géré tout le temps moi-même. Et par la suite, c'est mon gestionnaire qui est rentré dans le game, en jeu, tout simplement pour le faire à ma place, pour me donner plus de temps. Parce que c'est ça aussi qui est important avec l'investissement immobilier. Maintenant, si vous voulez passer à l'étape d'après, c'est-à-dire investir en France, ce que je vous conseille, c'est de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo YouTube. Vous pourrez comprendre tout simplement quelles sont les étapes à respecter, les pièges à ne pas faire, les erreurs à ne pas faire. Cette conférence, elle est juste dans le lien qui est ci-dessous dans la description. Elle est gratuite. Allez-y et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.